Mais comme à chaque fois, vous le savez, heu, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait le clan de tous ceux qui disaient: «Le bitcoin dépassera jamais son ATH. C'est mort. Il dépassera jamais l'ATH». Maintenant qu'il l'a dépassé, les mecs te disent: «Ouais, mais non, mais ça montera pas plus haut. Ça montera pas plus haut». Et puis, tu as ceux qui sont pareil dans la même catégorie qui diront: «Ouais, mais là, ça a dépassé l'ATH, mais en gros, c'est un coup de chance, rien à voir», par exemple, avec, l'évolution de la M2, évidemment, hein. Vous pouvez pas savoir le nombre d'insultes qu'on a eu quand rien quand on évoquait le sujet M2. On était les premiers à vous dire évidemment que c'est pas parce que vous avez une augmentation de la M2 qu'il y a une corrélation directe et immédiate et forcément systématique à 100% des cas avec le BTC, mais force est de constater quand même que jusqu'à présent, sur les 1 an et demi précédents, il y a quand même une corrélation très forte entre les deux et que pour l'instant, ça l'a quand même très très bien suivi. Et le nombre d'insultes qu'on a reçues à cause de ça, parce que les mecs pareil, hein, ils vont te dire: «Ouais, mais tu connais rien. C'est pas parce qu'il y a une corrélation que c'est forcément la causalité ou la causalité veut pas forcément dire la corrélation» et cetera et cetera. Bon, OK, et donc le bitcoin dépassera jamais l'ATH. Maintenant qu'on a eu quand même, Mickaël vous en a parlé, la dernière fois, maintenant qu'on a eu le bitcoin qui a dépassé l'ATH, ces mecs-là maintenant, évidemment, ils vont jamais, s'excuser. Évidemment, ces mecs-là vont jamais vous dire, «Je me suis trompé», voilà, non, ils vont rien dire. En général, ils ferment bien leur mouille et c'est les premiers à attendre un pullback pour pouvoir rentrer parce que en général, ils sont, complètement, sortis du marché, ces gens-là. Et puis, là, ils trouvent un nouveau narratif et ce nouveau narratif, maintenant qu'on a et qui devient de plus en plus fort, c'est: «Il y aura pas d'alt-season». Voilà. Il y aura pas d'alt-season. Eh ben, écoutez, on va essayer de jeter un coup d'œil, hein. D'accord, hein, comme à chaque fois, il y a pas de vérité, je refais pas le disclaimer, évidemment. Moi, mon avis, c'est qu'il y en aura un. Il y en aura une d'alt-season. Il n'y a pas de raison de penser qu'aujourd'hui, il n'y en aura pas, y compris parce qu'il y a des ETF ou ce que vous voulez. Pour moi, il y en aura une et je vais vous essayer de vous expliquer pourquoi. Et comme tu dis, Jay, hein, c'est exactement pareil. Le même clan pour l'Ether. Alors, les mecs, l'Ether, c'est mort, l'Ether, c'est pourri, Solana, ça va remplacer. Genre, c'est toujours la même chose. À chaque cycle, tu as un truc, un contender qui arrive. Et puis, finalement, bah, quand l'Ether, commence à réaugmenter, vous allez voir, hein, là déjà à partir entre 1 300 balles et 2 600, là, il y en a beaucoup avec ce mouvement-là qui ont été, surpris, évidemment parce qu'ils avaient vendu en essayant, racheter plus bas. Donc là, ils se disent: «Putain, ça commence à puer la merde». Ils se rendent compte qu'avec les projets, qu'ils ont en portefeuille, que les inflows sont plus aussi importants parce qu'on commence à avoir une recrudescence vers la partie, Ether et que les fondamentaux sont encore, très solides. Évidemment, le prix laisse à désirer et tout n'est pas non plus exceptionnel sur Ether. Évidemment, il y a pas mal de critiques qu'on peut être amené à faire. Mais comme à chaque fois, vous avez vu que quand il était à 1 300 balles, tout le monde disait: «C'est de la merde, c'est pourri, il faut pas acheter, c'est dead, ça sert plus à rien». Et puis en quelques jours, il y a eu une bougie de 40-50 et là, on n'est pas à l'abri d'avoir encore la même chose, là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Et tous ceux qui étaient, complètement à l'écart du truc, les mecs, là, maintenant, ils se retrouvent dans la catégorie, qui te posent des questions: «Ah non, mais c'est quand qu'il y a un pullback? Est-ce que tu penses que c'est maintenant qu'il faut rentrer et tout?» Et on voit que la plupart des gens qui crachaient sur les terres, soit ils ferment leur mouille maintenant, ils disent plus rien, soit, ils sont dans le clan où en fait ils expliquent qu'en fait ils en avaient toujours un petit peu en bague, que, finalement ce mouvement-là, ils l'avaient vu venir et tout. Et ça, mais franchement, mais à chaque fois vous allez l'avoir. C'est-à-dire que des mecs qui vont vous dire noir ou blanc, les 2 en même temps et que forcément ils vont tweeter les 2. Et quand il y a quelque chose qui va se passer, bah, ils vont oublier en fait, tous les autres tweets qui n'allaient pas dans le sens, qui eux les intéressait et puis après ils vont, décider de mettre en avant, ce qui allait dans le bon truc. Et forcément pour eux, c'est facile d'avoir juste dans 100 des cas parce que de toute façon ils vont tweeter les 2 choses. Et ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est un truc de fou. Donc heu, on n'est pas surpris parce que ça fait voilà, c'est plusieurs cycles qu'on est en crypto et à chaque fois c'est la même chose. Mais méfiez-vous. Voilà. Pourquoi on vous dit qu'il faut toujours que vous ayez des vraies convictions, qu'il faut vous extraire du bruit ambiant, il ne faut pas écouter n'importe qui, il faut vous méfier vraiment de tout le monde et uniquement vous faire confiance à votre propre jugement parce que la plupart des gens, c'est des gros pinoufs. Ils savent pas ce qu'ils font. Ils savent pas ce qu'ils font, ils sont hyper émotionnels, souvent c'est leur premier cycle, souvent ils ont un intérêt d'aller farmer de l'engagement un peu à droite à gauche, et puis ils jouent pas avec les mêmes sommes. Il y en a certains, ils jouent pas du tout avec les mêmes sommes. Ils ont un intérêt de vous faire acheter, telle ou telle crypto ou des moments ils sont tellement enterrés sur un sujet parce que ça a été tellement leur conviction pendant des années et ça a fait toute leur marque en fait globalement, qu'ils peuvent pas se permettre de voir les choses autrement. Et là, ça devient hyper dangereux. C'est-à-dire que
Je le dis souvent, mais votre objectif, c'est pas d'avoir raison. Votre objectif, c'est pas de montrer aux autres que ce que vous avez fait, c'était la bonne décision. Au final, on s'en fout. Votre objectif, c'est de gagner de l'argent. S'il y a de l'argent à aller chercher sur de l'Ether, faut aller le chercher. S'il y a de l'argent à aller chercher sur Solana, faut aller le chercher. S'il y a de l'argent à aller chercher sur XRP, faut aller le chercher. Vous voyez? Et évidemment, il faut que ça reste en adéquation avec vos objectifs, il faut que ça reste en adéquation avec votre gestion de risque, avec votre compréhension du marché, etc., etc. C'est hyper important. Mais méfiez-vous. Voilà. Quand il y a un consensus global, et là, le nouveau consensus qu'on va évoquer ensemble, c'est ça, c'est de se dire, il n'y aura pas d'alt-season. Et en fait, je me rends compte que plus on avance, plus le narratif change. Vous vous souvenez, hein, sur le mois de février, mars, avril, c'était c'est mort, bear market, Bitcoin dépassera jamais la TH. Vous vous en souvenez de ça? Vous vous en souvenez quand même? Regardez. Est-ce que les gens qui vous disaient ça, ils ont accepté ouvertement de dire OK, je me suis trompé, le scénario a été invalidé et cetera? Non, il y en a qui continuent de dire ça. Il y en a qui continuent encore de dire: «Non, mais c'est un bull trap, ça va être l'équivalent du double top de 2021». Et c'est là où ça devient dangereux, c'est qu'en fait, ils vont essayer à tout prix de rechercher des similitudes par rapport à ce qu'on a connu avant. Et à chaque cycle, on n'est jamais calqué à 100 par rapport au cycle de 2017, au cycle de 2021, et cetera. Il y a toujours des petits twists, évidemment, ça se ressemble. Il y a toujours des petits twists. Par exemple, le cycle de 2017, fin d'année, entre octobre, novembre, décembre, janvier 2018, février 2018, qu'est-ce qu'il y avait eu? Une alt season qui a explosé. On avait vraiment la phase parabolique sur les alts sur ces mois-là, sur ces mois-ci. Et ensuite, on est parti en bear market, Bitcoin en un an a atteint le bottom, etc. Et ensuite, on a continué. 2021, les gens se sont dit la même chose. Ils se sont dit: «Attends, fin d'année, Bitcoin part en euphorie, donc part en phase parabolique, les alts pareil, on va faire la même chose». Qu'est-ce qui s'est passé? Fin 2021, les alts, ils ont topé en septembre, globalement. Ils ont topé en septembre. Il n'y a pas eu la phase parabolique de 2017. Donc au final, tous ceux qui s'attendaient à la phase parabolique en calquant sur le cycle de 2017 se sont dit: «C'est bon, ça va faire pareil, ça va remonter». Et en fait, non, ça n'a pas été le cas. Donc il y a eu ce twist-là. Également aussi sur la partie double top, évidemment, parce on n'avait encore jamais eu vraiment de double top. Là où ça se rapprochait le plus, c'était le cycle de 2013, 2014, 2015, et ça n'était pas vraiment un double top, c'est qu'on a eu vraiment une phase euphorique de ouf. Ensuite, ça a baissé très, très fort, et ensuite, c'est remonté pour dépasser le plus haut. Et en 2021, malgré, malgré les déversements de liquidités hyper importantes, les taux bas, et cetera. On n'a même pas dépassé, on n'avait même pas dépassé les 100 000. Et donc, beaucoup se sont fait avoir parce qu'ils sont calqués sur le cycle de 2017. Et après, ils se sont dit, attends, mais à chaque fois qu'on a eu une augmentation de prix et qu'on a eu une correction, on a un bottom qui est atteint et qui ne dépasse, qui ne va jamais en dessous du plus haut du cycle précédent. En l'occurrence, par exemple, les 20 000 de 2017. En 2021, 2022, etc., les gens se sont dit: «Non mais attends, les 20 000, on les dépassera jamais. Enfin, on descendra jamais en dessous de ça. C'est obligé. On n'a jamais eu ça jusqu'à présent». Bah, ça allait chercher les 16 000. Et alors à partir des 16 000, là, ça commençait à être très compliqué pour beaucoup de gens parce que ça rentrait plus du tout dans le narratif. Les schémas historiques aussi, les modèles, les gens ont oublié ça, hein, mais les modèles du stock to flow, et cetera. Tout ça, c'est des modèles qui ont été invalidés, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de modèles qui ont été invalidés. Après, ils ont retravaillé le truc en se disant: «OK, le modèle, il est plus bon, mais moi, je vais le retravailler pour faire en sorte à ce que ça rentre de nouveau dans ce qui se fait». Mais il y a des mini changements, d'accord? Il y a des changements. On peut retrouver les similitudes. Vous savez que je suis pas forcément un pro défenseur de dire this time is different, mais de là de se dire, on a exactement le cycle de 2021 ou de 2017, et cetera, et de se dire, bah, en fait, je vais me calquer, surtout d'un point de vue temporel, c'est là où c'est très compliqué. Et c'est là où, en fait, la plupart se font éclater parce que soit, en fait, ils se disent, ça sera complètement différent, et au final, comme là, hein, il n'y a pas eu un seul cycle où la dominance du Bitcoin est restée élevée tout le temps. Il n'y a pas eu un seul cycle où ça a été le cas, comme ça. D'accord. Chaque fois, il y a une dominance qui augmente et à chaque fois, ça a baissé. Est-ce que cette fois-ci, ça sera pareil? On verra. Moi, je pense que oui. Et je vous expliquerai par la suite plus en détail pourquoi. Mais évidemment que ça ne sera pas pareil. Par exemple, là, par le passé, sur le cycle de 2020, 2021, 2019, etc., voire 2016, 2017, les alts avaient déjà commencé à performer. Parce que déjà, d'un point de vue structurel, d'un point de vue macro, d'un point de vue liquidité, etc., ça n'avait rien à voir par rapport à ce qu'on avait aujourd'hui. Et donc tous ceux qui s'attendaient, qui étaient venus, comme des petites lucioles, venir sur le marché crypto en se disant: «Ah bah tiens, là on m'avait dit 2025, on m'a dit alt season. Début 2025, on m'a dit alt season». J'arrive, putain, elle est où l'alt season?
comprends pas. On m'a dit de rentrer. On m'a dit que là, c'est là maintenant qu'il fallait faire des trucs. Toi, tu arrives au moment où en fait les bonnes news ont déjà été toutes pricées et donc ensuite ça se casse la gueule. Et là, c'était un truc qu'on n'avait pas connu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire une sous-performance de l'Ether quand même super importante et une surperformance du Bitcoin par rapport à l'ensemble du marché de manière presque exponentielle. Ça pareil, c'était un truc et pendant aussi longtemps qu'on n'avait pas encore connu. Par contre, attention, c'est pas parce que vous avez un actif qui surperforme pendant aussi longtemps et qu'il l'a fait jusqu'à maintenant, qu'il va continuer de le faire. Et c'est pas parce qu'un actif sous-performe pendant un certain temps qu'il va continuer de le faire. D'accord? Les gens ont la mémoire très, très courte sur ce genre de sujet. Évidemment, on s'interroge, évidemment, on se dit: «Putain, c'est des trucs auxquels je me préparais pas, auxquels je ne m'attendais pas» et c'est pour ça qu'il faut se préparer à tous les scénarios. D'accord? Je suis pas du genre à vous dire, «C'est sûr qu'il va y avoir une alt-season». On n'en sait rien. D'accord? Il y a aucune vérité dans quoi que ce soit, évidemment. Et aujourd'hui, il y a aucun signe avant-coureur qui va vous faire dire qu'il y a pas d'alt-season. La plupart des mecs qui vont vous dire ça, c'est de dire très souvent les arguments, moi j'aime bien écouter les arguments, c'est de dire: «Il y a pas d'alt-season parce qu'il y a les ETF». D'accord? Sachant que les ETF, ça représente 5-6 des BTC qu'on retrouve d'un point de vue, on-chain. Donc en fait, les mecs, ils te disent: «Il y aura pas d'alt-season parce que les cascades de liquidités qu'on avait, en fait, vu que l'argent, en fait, est sur le BTC et ils te disent principalement sur les ETF, on peut pas le déverser, en fait, globalement sur Kraken, sur les alts et cetera». Sauf que ça représente 5-6 des BTC au total, hein. Enfin, ouais, 5-6 à peu près. C'est que dalle, c'est que dalle. Donc en fait, la grosse majorité de l'argent qu'on retrouve, c'est on-chain. 95 des liquidités, en fait, globalement, c'est on-chain. Donc de se dire: «Il y aura pas de cascade parce qu'il y a les ETF», possiblement qu'il y aura des choses différemment. D'accord? Possiblement que les pumps seront peut-être pas aussi importants que ce qu'on a connu par le passé, parce qu'on sait qu'il y a des diminutions de retour sur investissement au fur et à mesure des cycles, et cetera. Et moi, je pense même, hein, aujourd'hui, c'est le scénario que je privilégie. Je pense même justement que, vu que beaucoup ont complètement, viré de bord et pensent qu'aujourd'hui la season n'aura pas lieu, voire qu'elle sera pas du tout intéressante, moi, je pense qu'elle va surprendre énormément de monde et qu'on va se rendre compte qu'il y aura beaucoup de gens qui ont qui sont soit sous-exposés, soit pas exposés du tout. Et là, ça va faire très mal parce que vous allez voir que le pire, les gens se disent: «Le pire en crypto, c'est d'avoir de l'argent, d'investir et de voir son portefeuille qui baisse». Alors évidemment, ça fait pas plaisir, mais le pire des trucs, c'est d'avoir subi la volatilité pendant des années, d'accord? D'avoir tenu bon, d'avoir fait les bons trucs et tout et puis pour capituler presque à la dernière minute, pour vendre le bottom et pour voir le marché qui explose à la hausse, sans avoir la possibilité toi-même de re-rentrer. Ça, c'est le pire. Ça, c'est vraiment le pire et si vous l'avez jamais connu, bon, je vous souhaite de jamais le connaître évidemment, mais ça, c'est bien plus compliqué que de vendre et d'accepter sa perte et de partir, autre part. Parce que là, en fait, on se rend compte qu'on a capitulé au pire des moments et l'être humain, il est comme ça, c'est-à-dire qu'il se dit un peu le côté méritocratie, c'est-à-dire: «Je vais souffrir pendant un certain nombre de temps et ensuite, une fois que j'ai souffert pendant un certain nombre de temps, je vais avoir le droit à avoir une certaine performance parce que j'ai quand même souffert». Et on est d'accord que le marché doit rien à personne, hein. Tu peux souffrir pendant des années et récupérer zéro, voire, perdre quand même l'intégralité du capital que tu as mis. C'est pas parce que, tu as souffert pendant des années que tu auras le droit de faire quoi que ce soit. Et inversement, pas parce que tu as pas souffert que, tu seras exempté, par la suite. Mais c'est vraiment ultra, ultra important parce que là, je l'ai vu, hein. Franchement et on l'a vu, hein. C'est-à-dire que là, le bas qu'on a eu sur, l'Ether à 1 300 balles, 1 400 balles, les gens nous disaient sur YouTube et on était là, hein, on pouvait regarder les lives précédents, hein. On nous disait: «Est-ce que c'est le bon moment pour acheter et tout?» Je vous disais, là, on est sur des niveaux de prix, si tu regardes d'un point de vue on-chain et tout, des niveaux de prix qui sont hyper intéressants. Sur le long terme, toujours pareil, sur le court terme, tu peux te taper une volatilité encore à la baisse. Et là, c'est pas dit qu'on n'ait pas encore une volatilité à la baisse. Il y a aucun problème. Mais en fait, si tu as un vrai horizon d'investissement sur le long terme, et quand je parle de long terme, c'est pas, 3 mois, 6 mois, hein, d'accord? Ça peut être plusieurs années, voire même sur plusieurs cycles. C'est là où tu commences à vraiment faire de l'argent et que tu ne subis plus cette volatilité parce que tu as accepté de la subir à un moment donné, d'accord? Tous ceux qui te disent: «Ouais, mais toi, tu as eu de la chance parce que tu» tu en as certains qui auraient pu, par exemple, acheter, du bitcoin à 200 balles, par exemple. Tu en as qui ont acheté du bitcoin à 200 balles ou à 500 balles en 2015-2016 et cetera. Alors déjà, il faut voir les niveaux de FUD, de risque et ce qui était dit à l'époque pour acheter du bitcoin à 500 balles et pour beaucoup de personnes, c'était juste pas concevable. Beaucoup de gens ne l'auraient, jamais acheté, ne l'auraient jamais, détenu
Et en plus, tu peux très bien l'acheter à 500 et puis que ça descende à 100 balles et là, tout le monde te dit que c'est pourri, ça sert à rien, toi, tu es le dindon de la farce et ensuite ça remonte. Avec le recul et avec la vision du futur qu'on a aujourd'hui, on est capable de dire: «OK, ouais, c'était une très bonne décision». Mais sur le coup, c'était extrêmement compliqué et tu as accepté la volatilité sur le court terme pour être capable de dire aujourd'hui: «En fait, je suis peinard et je la subis plus». Tout simplement parce que tu l'as accepté avant. Et il y a beaucoup de gens qui sont incapables de l'accepter aujourd'hui, qui sont incapables de se dire, «Ce que je subis là, en fait, oui, ça fait pas plaisir, oui, ça peut faire peur, oui». Bref, il y a plein de raisons qui peuvent faire que c'est inconfortable. Mais si on n'est pas capable de la subir sur le court terme, bah, en fait, constamment, on va être sujet au mouvement de marché et constamment, on va sortir, rentrer du marché, donc beaucoup plus de chances de sous-performer, d'augmenter notre prix d'achat moyen et de se retrouver à la fin y compris dans plusieurs cycles, dans plusieurs années, toujours avec un prix d'acquisition qui ne fera qu'augmenter et toujours subir cette volatilité parce qu'on ne l'a pas accepté sur le court terme. Et ça, c'est un truc que les gens ne comprennent pas. Mais il y a toujours un prix à payer sur ce que vous allez faire. D'accord? C'est hyper, hyper, hyper important. Et vous vous rendrez compte que, comme je l'avais dit aussi, hein, que quand le sentiment shift, en général, il n'y a même pas de raison. Il n'y a même pas une raison, hein. Ça peut arriver comme ça, clac. Parce que les baleines ont décidé que ça va pumper, puis terminé. Et ça pump parce que ça pump. Moi, il y a même pas une raison. C'est pas parce qu'il y a une mise à jour, c'est pas parce qu'il y a eu un truc. Quand vous êtes sur un environnement macro où globalement il n'y a pas des nouvelles de dingue, quand il y a des augmentations, c'est pas parce qu'il y a eu une bonne nouvelle. D'accord? D'ailleurs, on le voyait à un moment donné, quand il y avait une bonne nouvelle, ça baissait, quand il y avait une mauvaise nouvelle, ça baissait. Voilà. Vous pouviez dire ce que vous voulez, c'est que le marché était pas prêt à augmenter. Et quand le marché est prêt à augmenter, en général, il le fait très vite, très fort. Et là, le sentiment, il shift. Il shift, mais à une vitesse. Vous l'avez vu, hein, vous avez eu une prémisse sur la partie Ether. Quand il a commencé à shifter, qu'il est passé en quelques jours de 1 300 balles à 2 600. Et vous allez voir que quand l'Ether vraiment augmente, on l'a connu là pour le coup sur, 2017, on l'a connu sur 2021, quand l'Ether décide d'augmenter, parce que le contexte macro fait qu'il peut augmenter aussi et que d'un point de vue structurel, c'est possible aussi. Ça va très, très vite, très, très fort et les gens se font surprendre parce qu'ils se disent: «Non mais j'aurai le temps de voir». Et non, tu auras pas le temps de voir. Il y en a combien qui ont catché le bottom et qui ont pu, donc vendre haut, racheter le bottom et là, subir la hausse qu'il y a eu? Très, très peu. Et quand bien même les gens auraient réussi à le faire, en général, c'est un coup de chance. Ils sont pas capables de le refaire. Et là, vous allez voir que les prochains mouvements vont être très forts et c'est là où il va falloir se souvenir des erreurs que vous avez faites, que vous soyez prêts aussi par rapport à ce qui va arriver. Parce que quand ça arrive très, très vite et les gens oublient. Les gens mettent de côté complètement les fondements, qui ont fait qu'ils ont, peut-être réussi, qu'ils ont tenu jusqu'à maintenant. Ils oublient complètement et totalement la les erreurs qu'ils ont faites, jusqu'à maintenant et puis même le marasme dans lequel ils se sont inscrits pendant des années. Parce qu'il y en a beaucoup, si pour peu que vous ayez pas de BTC, en fait, sur votre portefeuille, ce qui est le cas quand même de beaucoup de gens aujourd'hui, heu, vous avez douillé, hein, sur ce cycle, hein. Beaucoup, hein. D'accord, les alts, globalement, ils ont douillé. Il y en a qui vont me dire: «Ouais, mais regarde, ce projet-là, il a augmenté». Ouais, peut-être, mais c'est extrêmement rare et aujourd'hui, la plupart des alts, ils ont à la fois douillé, mais en plus, ils ont sous-performé le BTC, mais d'une manière, extrême et y compris l'Ether, hein. L'Ether, jusqu'à présent, ça a été de la merde, d'accord? Ça, c'est clair, ça a été de la daube. Mais c'est important de prendre du recul et de vous souvenir, en fait, de ce que vous avez vécu, de pas perdre pied quand ça réaugmente, si ça réaugmente. Parce que si ça le fait et qu'au moment où vous êtes dedans, vous allez vous dire: «Non mais là c'est bon, ça augmente». En fait, pendant quelques jours, vous allez voir qu'une vraie alt season, globalement une vraie alt season, sur votre portefeuille, c'est presque du 40 journalier que vous allez voir sur vos alts. Pour peu que vous ayez bien choisi les trucs. Donc quand vous avez ça pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, en fait, vous vous habituez. Vous dites: «Non, mais c'est bon là, je vais pas vendre maintenant, je vais encore prendre 40. Je vais pas vendre, ça serait con». Ah ouais, sauf que, bah, les fois d'avant, ça a marché jusqu'à maintenant, puis au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Globalement, quand on parle d'alt season sur les alts, il y avait une étude que je vous avais montrée qui explique que alors il y a des cas particuliers, mais que de manière générale, une alt season, pour un alt particulier, ça se fait pas en une vague non plus d'un coup, mais que c'est en moyenne 52 jours. 52 jours, dans ce qu'on a connu par le passé. Je sais pas si vous vous rendez compte? C'est-à-dire que les gens acceptent d'aller sur des alts, d'aller sur des trucs ultra, quand même spéculatifs, difficiles à suivre, sur lesquels il faut quand même, avoir du temps, de la compétence pour pouvoir suivre tout ça, faire une veille de marché et tout, une vraie gestion de risque, pour sous-performer pendant 3 ans, 3 ans et demi, voire plus,
avec une probabilité proche de 100 de jamais dépasser l'ATH du cycle précédent pour peu que ce soit un coin de cycle 2. Parce qu'en termes de probabilité, la plupart des alts ne dépassent pas leur plus haut du cycle précédent. Et on parle en dollars, mais alors en bitcoin, c'est encore pire. Avec des coins qui, quand bien même, ils arriveraient à performer en alt season, très souvent, ils surperforment pas le BTC, pour certains d'entre eux. Et pour avoir la possibilité, peut-être, de tomber sur des alts qui vont performer pendant peut-être 52 jours, sur une période-là, comme ça, 52 jours, et qui, sans doute, n'existeront plus sur le cycle d'après, et qui auront sans doute tendance à continuer de sous-performer parmi toute la suite des cycles parce que la grosse majorité, l'écrasante majorité des projets sous-performent le BTC sur le long terme. Sur un cycle, ils vont faire un super pump. Par exemple, le pump qu'on a eu sur des gros projets sur un premier cycle, vous pourrez voir la paire alt BTC sur alt particulier sur le BTC, vous allez voir un pic. Et après, quand bien même il y aurait des performances après ou même un dépassement de l'ATH en dollars, ce qui est très rare, hein, la plupart des alts ne dépassent jamais leur ATH en dollars. Et en BTC, très souvent, on est clairement sur une très, très forte tendance baissière. Donc, les gens, en fait, sont prêts à troquer 3 ans et demi, voire plus, sur des alts qui, sans doute, ne redépasseront jamais leur ATH, qui, sans doute, ne surperformeront absolument pas le BTC sur le long terme, pour peut-être avoir la possibilité d'avoir des alts, justement, qui vont peut-être surperformer. Et ça existe, d'accord? Mais c'est sur des fenêtres extrêmement courtes. Le Bitcoin, très souvent, c'est une année où ça performe pas bien, en bear, mais ça performe mieux que la globalité des alts. Et pendant 3 ans, globalement, ça augmente. Et l'année où ça baisse moins que le reste. Donc en fait, on s'est rendu compte là que le Bitcoin, que ce soit en quantitative tightening, quantitative easing ou ce que vous voulez, il performe tout le temps. C'est le premier à en profiter. Il performe tout le temps. Les alts, ils performent que dans des périodes très spécifiques. Et si vous les gardez trop longtemps pour certains d'entre eux, vous vous faites éclater. Et les gens sont prêts à troquer ça. Et je comprends, hein. Je comprends. Mais il faut savoir, en fait, où est-ce qu'on met les pieds. Parce qu'évidemment, la plupart des gens font ça, mais n'ont pas la connaissance, n'ont pas l'expertise, ne sont pas capables de suivre le truc, n'ont pas une vraie gestion de risque. Au moment où ils arrivent dans une période où, en fait, ça monte et ils sont bien placés, c'est super, très souvent, ils vont shifter et ils vont se dire, heu, ils vont complètement mettre de côté, ce qu'ils ont appris et ils vont considérer que ce qu'ils voient sur le court terme, ça va continuer et c'est pareil et c'est là où tu fais des grosses erreurs. C'est qu'en fait, quand tu es en bear market ou quand tu as jamais connu vraiment de hausse et cetera et que tu as vu ton portefeuille qui a saigné pendant 3 ans, en fait, ce que tu as connu, c'est que ça. Donc toi, là, dans ta tête, tu vas te dire: «C'est impossible de concevoir que ça pourrait être différent. C'est impossible de concevoir que tu pourrais pas avoir que tu pourrais avoir un marché qui se retourne et pourquoi pas de voir, accessoirement ton portefeuille dans le vert». Et de passer en mode boule. Parce que justement, tu l'as pas connu. Donc ce que tu as connu par le passé et sur le court, moyen, long terme, en fait, tu vas le, l'extrapoler en te disant: «Ça va être encore le futur, ça va être comme ça». Sauf qu'évidemment, évidemment, ça change, d'accord? Il y a des moments où ça va être, des risques on asset, on va passer sur les alts et cetera et des moments, ça va pas être le cas. Et c'est exactement la même chose en boule. C'est-à-dire quand on a connu pendant plusieurs semaines des augmentations de prix et que les alts explosent et on le voit, hein, combien de personnes ont pris des bénéfices sur novembre-décembre? Très peu de gens. Très peu de gens. Il y en avait certains qui avaient des sommes, mais monumentales sur les cognas, sur plein de trucs et ils ont été surpris. Parce que les mecs, ils étaient sûrs de pouvoir timer. Ils étaient sûrs d'être capables de dire, «Moi, c'est bon, je vais trouver, le moment pour sortir» et cetera et quand ça augmente, en fait, ça augmente sur quelques semaines, quelques jours et on se rend pas compte quand ça se terminera parce qu'on a transformé le passé récent en quelque chose où on se dit: «En fait, ça va continuer comme ça». C'est devenu notre nouvelle réalité. Et c'est là où ça devient hyper dangereux. Il faut toujours que vous vous souveniez de ce que vous avez vécu et de vous souvenir du prix à payer si vous restez le bag holder sur le cycle d'après. Si vous ne l'avez pas connu, j'espère que vous ne le connaîtrez pas, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont le connaître. C'est un peu le passage obligé et c'est là que vous vous rendrez compte, en fait, de l'importance de prendre des profits. Voilà. Je le répète, vous ne pourrez jamais vous en vouloir d'avoir gagné du pognon. Jamais. Oui, vous vendez, ça augmente plus haut, ça fait chier, ça fait pas plaisir, mais vous avez gagné de l'argent. Vous en avez pas perdu, vous avez gagné de l'argent, c'est super. C'est nickel. On est tous là pour ça. Mais attention de pas tomber dans la partie, grid et tout. Je sais que là, sur la partie accompagnement, pour ceux qui sont dans l'accompagnement de groupe, je vous ce soir là, j'ai un coaching et je vais le faire justement sur la partie, psychologie, mindset et cetera, basé sur des études académiques, sur les biais cognitifs, les heuristiques et tout. Il y a vraiment beaucoup de choses
que vous allez apprendre et avec l'expérience, je me rends compte qu'au-delà des compétences, au-delà de l'expérience que tu vas avoir sur le marché et cetera, la partie psychologique, c'est ce qui fait 90 du taf, 90-95 du taf. La plupart des gens, pourquoi ils se foirent? Bon, déjà parce qu'ils n'ont pas les compétences, mais surtout parce qu'ils n'ont pas ils ont pas la mentalité, ils n'ont pas le mindset et quand on ne comprend pas comment on fonctionne, quand on ne comprend pas nos propres biais et qu'on essaye de lutter, mais en fait sans vraiment comprendre, on se fait forcément éclater parce qu'on est sujet. Même Warren Buffett disait que lui, il y participait pas aux ventes aux enchères parce que même lui se faisait avoir. Alors que pour autant, voilà, c'est quelqu'un qui connaît quand même pas mal de choses. Même Charlie Munger, hein, qui a écrit l'almanach sur les biais cognitifs. Voilà, c'est pas parce que tu connais ça non plus que tu n'en es pas sujet. Tu es un être humain comme tout le monde. Mais c'est important de se protéger aussi vis-à-vis de ces biais-là pour éviter de faire des conneries et surtout dans les pires périodes. Et les pires périodes, c'est dans des périodes comme ça où se dire: «Tiens, je vais vendre pour espérer acheter plus bas» ou être sûr d'un scénario. On peut privilégier un scénario parmi d'autres, mais on n'est jamais sûr de rien. D'accord? Et attention à tous ceux qui, vocalisent énormément parce que ça rentre dans leur narratif aujourd'hui, au moment où ça pivote, en général, ça pivote très fort et souvent ces mecs-là, soit vont retourner leur veste comme si de rien n'était, soit vont continuer de s'entêter dans un truc parce qu'à un moment donné, le prix pour accepter sa défaite est tellement important qu'ils sont pas prêts de le faire. L'énergie mise, le temps passé, l'argent mis à l'intérieur, c'est tellement important et ils peuvent tellement pas accepter leur perte, bah, qu'ils sont prêts de double down en fait. Ils sont prêts à remettre encore plus d'argent dedans, quitte à se foutre vraiment dans la merde. Et ça, c'est hyper dangereux. Vraiment, ça, c'est vraiment ultra, ultra, ultra dangereux.